Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel dédié à l'immobilier. On va tout vous dire sur le secteur, comment devenir investisseur, propriétaire, multipropriétaire, comment bien louer ou acheter un bien. On rejoint Gaël et Sylvain à l'intérieur. Gaël et Sylvain sont nos fidèles complices dans cette émission. Vous le savez, à présent, ils sont chefs d'entreprise, experts immobiliers. Ils nous disent tout de leur monde de l'immobilier et ils nous aident, on l'espère, à devenir un jour propriétaire ou multipropriétaire. C'est notre dernière de l'année. C'est la dernière. Nous voilà tout beau, n'est-ce pas? On a fait un effort. Hein. On a fait un effort, hein, Sylvain. Allez, c'est l'une de vos deux agences, celle-ci. Oui, tout à fait. On est à Evere. On est à Woluwe. Oui. Et on a une autre agence à Evere. Oui. Et il y en aura plein d'autres. Peut-être quelques projets. Moi, j'en ai toujours voulu 5. J'ai toujours dit j'aurais 5 agences. Il voulait 5 enfants aussi. Oui, c'est vrai. J'ai dit aussi que je voulais 5 enfants. À 2, on s'est arrêté. Mais après 2, on a dit ok, on va un peu se calmer. Hein. Exactement. Mais 5 agences. Ouais. Une fois qu'on a eu la deuxième, je me suis dit ouais, on va peut-être un petit peu se calmer parce que c'est vrai que gérer les équipes d'un point à l'autre quand t'es pas toujours présent, c'est pas évident. Mais maintenant qu'on a nos habitudes et nos repères, il y a peut-être des tiroirs à réouvrir. Ça mûrit. Il y a des trucs qui vont se passer là en 2024-2025. Juste pour que nos téléspectateurs se rendent compte, ça change quoi? 1, 2, 3 agences, ça change quoi dans, je sais pas, dans l'opérationnel? Alors, au niveau de l'opérationnel, au quotidien, c'est surtout un plus grand en soi une plus grande zone en soi gérer. Ouais. Donc ça c'est pas toujours évident, il faut bien s'organiser, bien mettre les choses en place. Une plus grande équipe aussi, voilà, on parlera à vos équipes. Exactement. Par contre, c'est une assise qui est un petit peu plus grande, un territoire, une notoriété qui est beaucoup plus soulignée, une présence aussi qui est plus forte. Ça permet aussi, peut-être Gaël, d'être plus proche des gens. C'est presque une vie de quartier qui s'installe quand on a une agence. La proximité, et ça c'est essentiel. Oui, parce qu'avoir une agence finalement centrale, mais qui va travailler 4 ou 5 zones distinctes, c'est pas la même chose que d'avoir finalement un point de vente, une présence dans chacun des secteurs. Oui, puis on l'a compris, il y a une certaine fidélité dans votre manière de travailler. Donc là, voilà, on vous connaît, on peut venir prendre le café chez tout à fait. Verlaine, c'est ça? C'est important, hein, il faut être à l'écoute des projets. Et donc forcément, on rencontre les gens. Allez, on avance. On vous présente le sommaire dans cette émission. Avant de plonger dans l'actu IMO, il y a quelques éléments que vous devez connaître. La location, c'est aussi un sujet qu'on a voulu aborder dans cette émission. Pas toujours évident, il faut bien préparer sa démarche. Ce sera notre dossier IMO du mois. On parle actu, mais c'est dans la deuxième partie de l'émission. Il y a des changements en 2024, des changements qui font aussi un peu grincer des dents. Hein, on va en parler tout à l'heure avec les professionnels du métier forcément. Et dans la troisième partie de cette émission, place au focus IMO du mois sur les métiers de l'immobilier. On va découvrir vos équipes. Ce sera aussi l'occasion de vous offrir un petit cadeau de Noël. On verra s'il est empoisonné ou pas, on en parle tout à l'heure ensemble en tout cas. C'est quoi le cadeau de Noël? C'est quoi? Est-ce qu'on le sait avant? Est-ce qu'on sait avant ce que c'est qu'un cadeau de Noël? Pas de petit teasing ou quoi? Non, ok. On verra, on est allé à la rencontre des gens, nous aussi. Et sans plus tarder, on part en reportage. On a suivi Nico, comme on le surnomme dans l'équipe ici à C21. Vous allez le voir, vous le savez peut-être déjà, c'est pas toujours facile de louer un bien, il faut se préparer à la démarche, on y va. Se faire aider par quelqu'un, ça fait plaisir. Parce que j'en ai fait d'autres qui m'ont dit « Non, madame, allez dans un home ». J'ai dit « Allez vous faire ». C'est peut-être à cause du marché qui est assez difficile, mais beaucoup de gens ne ciblent absolument pas. Ceux qui vont voir, pour la plupart, arrivent en rendez-vous, ne savent pas quel est le loyer, ne savent plus combien il y a de chambres, les dimensions. En gros, ils ne savent pas toutes les informations qui étaient dans l'annonce. C'est une très mauvaise méthode pour moi parce que nous, on ressent effectivement que la personne n'a aucun intérêt particulier pour le bien. Arriver, ne pas savoir ce qu'on vient déjà voir, effectivement, on montre qu'il n'a pas déjà un grand intérêt et qu'il ne l'a pas ciblé. Il y a beaucoup de candidats, donc on ne va jamais lancer un appartement avec 2 candidats dessus. Et donc, les gens qui visitent, c'est une chance sur 2. Non, généralement, il y a 30, 40, 50 demandes. C'est toujours, on va dire, une chance sur 5, sur 10 d'être choisi. Mais du coup, on n'est jamais seul et c'est un peu ça la difficulté. Et il peut y arriver que du coup, pas de chance, après avoir envoyé 4-5 candidatures, on ne soit toujours pas choisi pour des raisons X ou Y. J'ai dû chercher parce que l'appartement là-bas était vendu.
et que le propriétaire voulait habiter dedans. Donc j'ai dû commencer à chercher. Je suis tombée ici parce que je savais qu'il y avait une agence, mais elle n'était pas ici d'abord, elle était ailleurs. Donc j'ai dit, on va une fois aller demander, se renseigner, on sait me dire que oui ou non. Puis ils m'ont donné quelques petits conseils aussi pour en cherchant. Revenez régulièrement, venez nous voir régulièrement, on aura peut-être quelque chose à trouver. M'encourager pour chercher moi-même aussi. Se faire aider par quelqu'un, ça fait plaisir. Ils ont été très aimables parce que j'en ai fait d'autres qui m'ont dit, mais madame, allez dans un home. J'ai dû aller vous faire chercher, j'ai dû chercher. Alain Deschamps nous a rejoint. Alain, merci de nous donner un peu de votre temps. Vous êtes expert en gestion locative. On va comprendre de quoi il s'agit dans quelques instants. J'aimerais juste revenir sur la fin de ce reportage qui est quand même assez interpellant quand Francine dit « Oui, chercher, j'ai dû chercher ». Très sincèrement, c'est si dur, vous le constatez? Tous les jours, on voit des gens qui ont des difficultés à trouver des locations. Et c'est vrai que Francine, quand elle est venue à l'agence nous demander de l'aide, on a tout fait pour lui trouver un petit appartement qui lui convient. Mais c'est vrai que c'était pas facile et elle n'avait pas de numéro de téléphone, etc. Donc ces gens-là sont vraiment dans des difficultés, quoi. Ouais, il y a beaucoup de demandes. Hein. Il y a quoi? Il y a trop d'appart? Il y a pas assez d'appart à louer? Oui, il y a plus de demandes que d'offres en fait aujourd'hui sur le marché. Ok. Et puis la location, ça va très vite. Donc ça rentre, ça sort, ça va très très vite les locations. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un beau dossier? C'est mieux. Pour passer plus vite, c'est ça? Je vois Alain qui dit oui, c'est ça. Expliquez-nous votre métier, c'est quoi votre quotidien? Alors le quotidien, en fait, c'est déjà très difficile à expliquer parce que le quotidien, c'est tenter de gérer un agenda qui, quelque part, va être influencé par un événement qui va se produire. Hein. Donc en fait, la gestion locative, c'est remplacer le propriétaire dans le cadre de sa relation avec ses locataires. Il s'occupe de rien? Il s'occupe de rien. Okay. Il nous confie la gestion de A à Z. Et donc nous occupons de la partie administrative, la partie financière, encaissement de loyer, indexation et surtout les interventions techniques et de maintenance. Alors ça fait 10 ans que vous travaillez ensemble. Racontez-nous un peu le lien entre votre métier, celui d'Alain. Quelle est votre façon de travailler? À partir du moment où nous, on a un propriétaire qui nous dit moi j'ai pas le temps du tout de gérer tout ce dont Alain vient de parler au niveau de l'indexation, des loyers, des petites interventions techniques, etc. Mais nous, on redirige notre client vers Alain pour la gestion. Donc on lui trouve le locataire et après Alain prend la main. En fait, d'un point de vue pratique, quand vous avez une agence immobilière, automatiquement les gens pensent que vous touchez finalement à tous les vecteurs et tous les axes de travail de l'immobilier. Okay. Or, moi, par exemple, j'ai vu beaucoup d'amis qui se sont dit tiens, je vais aussi ouvrir mon agence immobilière, il y a déjà 10 ans, 15 ans, mais je vais tout faire. Je vais faire de la gestion, je vais faire de la vente, je vais faire de la location, mais à vouloir tout bien faire, parce que ça part d'une bonne intention, mais on ne fait rien de bon. Okay. Nous, on a pris finalement le pli, c'est d'être orienté véritablement en courtage, donc vente, location. Et on en parlait dans nos autres émissions, être bien entouré, c'est important. Et donc pour la gestion de patrimoine, il y a Alain. Voilà. Bon, il y a peut-être des anecdotes que vous pouvez nous raconter pour qu'on cerne mieux, qu'on comprenne mieux votre quotidien? Des anecdotes, comme j'expliquais, en fait, c'est les imprévus qui peuvent surgir. C'est parfois une grande excitation, un grand énervement au niveau de certaines personnes parce que la chaudière est tombée en panne. On a froid, il y a des bébés et il faut intervenir le plus rapidement possible. Et donc là, c'est le locataire. C'est le locataire qui nous téléphone. Quand il y a un souci, quand il y a un problème, le propriétaire ne sera jamais atteint, jamais joint. Tout vient chez nous et nous gérons tout de A à Z en fait, pour compte du propriétaire. Qui est tenu au courant par nous. Il doit savoir ce qui se passe avec son bien, donc il a une faculté d'information bien sûr, mais nous nous occupons de tout ça pour lui. Qu'est-ce qui rentre dans le chèque du locataire ou du propriétaire? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est au locataire de payer ou au propriétaire de payer? Comment on le sait ça? Alors il y a une liste très très bien réalisée par la région bruxelloise, il y en a une en région wallonne, où il y a clairement en fait ce qui est à charge du propriétaire, ce qui est à charge du locataire, et même certains cas où ça pourrait être l'un ou l'autre en fonction un peu des circonstances. Il y a une règle du jeu, Alain? Il y a une règle du jeu, c'est que tout ce qui est entretien, c'est le locataire. Tout ce qui est grosse réparation, c'est le propriétaire. C'est beaucoup sorti dans la presse ces derniers mois, c'est cette fameuse discrimination.
voilà, on fait le bon mariage, on assortit, j'ai envie de dire, un locataire avec un propriétaire, mais où on place la barre et comment on ne fait absolument aucune discrimination et comment on ne choisit pas, comment on n'en vient pas à faire un casting sur ces sujets-là. Sylvain, pas évident, j'imagine. Mais c'est beaucoup plus évident. Il y a des règles du jeu de l'agence ? Alors, il y a des règles du jeu, comme quoi il est hors de question de discriminer, mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Pourquoi ? Il y a une évolution au niveau des mentalités, et donc on a malgré tout des propriétaires qui sont beaucoup plus ouverts, etc. Donc, dans notre position, ce qui est important, c'est de conscientiser. Le propriétaire. Le propriétaire, okay. C'est d'expliquer les choses. Et en 2023, aujourd'hui, je trouve que ça se passe très bien, vraiment. Ça veut dire aussi essayer de lutter contre les clichés et d'encourager le propriétaire à s'ouvrir. Absolument. Ouais. Oui, et je confirme tout à fait. Et c'est vrai qu'avant, pour même avoir fait en day-to-day du terrain de location, on avait vraiment les propriétaires parfois qui mettaient des conditions qui étaient assez dures. Mais parfois, en tant qu'acteur de terrain, c'est très compliqué de devoir réagir à ce genre de situation. Mais les équipes, on les forme. Oui. Elles apprennent et ensuite il y a un message qui est à faire passer auprès des propriétaires. Gaël, ça peut vous arriver de refuser un propriétaire parce qu'il a des conditions qui sont inacceptables ? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Oui. On doit d'ailleurs le refuser. Donc effectivement. Okay. Maintenant, dans l'autre sens, il y a aussi, tout n'est pas tout rose. Hein. Il faut quand même vérifier certaines choses et parfois, certaines personnes nous donnent les fiches de salaire, etc., pour qu'on puisse donner le dossier au propriétaire. Mmh. Donc, d'eux-mêmes font la démarche de nous donner ces documents, mais ces documents sont parfois faux. Et ça nous est déjà arrivé de tomber sur de faux documents. Alors nous, on le détecte très rapidement parce qu'on a les astuces maintenant et on voit très vite clair. Mais c'est vrai que là, nous, on doit alerter aussi du coup le propriétaire, quoi. Des intentions. Comme c'est difficile en fait de trouver un logement, il y a des candidats finalement qui vont très loin pour pouvoir obtenir le précieux sésame. Il y a beaucoup d'anecdotes en fait, soyons clairs. Allez, faites-nous un peu rêver. Je vais en prendre une. Je reçois une candidature et on me soumet 3 fiches de paye de mars, avril, mai. Ok. Et sur chacune des fiches de paye, c'était d'une grande enseigne de la distribution, il y avait prime de Noël. Ah, zut, il a changé alors. Le mois, mais... Vous avez tout compris, voilà. Ah oui, mais faites ça bien. Non, pardon. Ou alors, une fiche de salaire et vous tapez le numéro national de l'entreprise où la personne est censée travailler et cette entreprise est en faillite depuis quelques mois, voire quelques années. Okay. Par exemple, donc il faut être très attentif. Il faut bien examiner le tout et tester, voir la cohérence entre les différentes informations. Ok. Si les gens en arrivent là, c'est parfois aussi parce que le marché est difficile et que c'est difficile de trouver, et donc ils essayent parfois de tricher pour remporter le bien, j'ai envie de dire, plus facilement. Oui, mais quand on triche, c'est un très mauvais départ. Ouais. Et donc effectivement, ce n'est certainement pas la manière d'obtenir la confiance. Ouais. Et si on n'a pas la confiance, on ne va pas prendre le locataire. Non. Un conseil peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui cherchent un bien en location, qui ont un peu de mal. Comment on prépare au mieux sa démarche ? Qu'est-ce qu'il faut avoir dans la mallette ? Je pense déjà qu'être préparé, c'est bien. Parce que beaucoup arrivent un petit peu la fleur au fusil. Ouais, ça veut dire rendez-vous. Quoi, être préparé pour la location ? En tout cas, voilà, c'est pas obligatoire de donner une fiche de salaire, enfin une attestation de revenu ou la copie d'un contrat de travail, etc. Puisque là, ça rentre dans la loi justement anti-discrimination. Mais le fait d'apporter des preuves probantes, finalement, c'est un gage de bonne foi. Oui. Voilà. Donc ça plutôt un conseil de transparence. Voilà, exactement. Oui. Alain, qu'est-ce qu'on peut conseiller encore ? Une petite lettre de motivation sur la location. C'est sympa. Expliquer le contexte aussi. Je déménage pour cette raison. Okay. J'ai habité pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. L'histoire est très importante. Et l'histoire doit elle aussi être cohérente. Par exemple, les cas où on a déménagé 3 fois en 3 ans, mais c'est systématiquement la faute à un mauvais propriétaire,
Voilà, c'est quelque chose qui, quelque part, nous fera hésiter. Un mot de la fin, peut-être, Sylvain, Gaël, pour les fidèles téléspectateurs qui nous regardent. Je cherche un bien à louer, ça fait quelques mois, j'ai un peu de mal, j'essaye de mieux préparer mon dossier. Ayez conscience que vous n'êtes pas les seuls. Ouais. Oui. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ok. Voilà. Je vous l'entends souvent dire, passez régulièrement à l'agence parce que des biens rentrent tous les jours et toutes vos équipes ont beaucoup de travail, donc ça peut aussi être ça plus peut permettre même venir. d'être branché vers un off-market, quelque chose qui vient de rentrer, mais pour lequel on n'a pas spécialement encore pris de photos, pour lequel on n'a pas encore été prendre l'ensemble des mesures, etc. Donc, ok, donc n'hésitez pas à passer dans les agences. On est aujourd'hui pour cette émission installé à Woluwe. Ils ont une autre agence à Evere. Merci Alain d'être venu nous éclairer. Passez de bonnes fêtes. Merci. On se revoit peut-être l'année prochaine. Peut-être. Allez. Je reviendrai avec grand plaisir. Allez, on va poursuivre cette émission avec la deuxième partie. On parle actu. Il va s'en passer des choses, des nouveautés en 2024. À tout de suite. Maître Sophie Maquet nous a rejoint pour parler actualité 2024. Je suis à vous dans un instant. On a une petite précision à apporter avec Sylvain. On a abordé dans la première partie de cette émission le sujet de la location. Oui. Un mot quand même pour nos amis futurs propriétaires ou pour les investisseurs. Il semblerait que la location soit presque une opportunité aujourd'hui. Oui, on disait parce qu'avec la situation actuelle, avec cette forte demande aujourd'hui au niveau locatif, puisque les taux ont augmenté rapidement, donc il y a beaucoup de clients finalement qui voulaient peut-être acheter, qui se sont réorientés aussi vers la location, donc ça crée plus de demandes. Mais donc dans tous les événements récents, les loyers ont aussi augmenté. Et donc, nous, on disait, ça prouve encore que l'immobilier est une vraie valeur refuge, parce que même si le marché se contracte un petit peu aujourd'hui, bien, ceux qui ont investi ont leur loyer, mais qui a augmenté. Et donc, comme sur le principe d'une action, même si elle a perdu un petit peu de valeur, votre dividende aujourd'hui vous rapporte plus. Le loyer que vous percevez tous les mois vous rapporte plus. Donc en soi, on ne peut qu'encourager les gens à investir. C'est la magie de l'immobilier. Merci. On arrive sur l'actualité parce qu'il va s'en passer des choses. Il y a des nouveautés pour 2024. Merci, maître, de prendre un peu de votre temps un petit peu précieux, n'est-ce pas? C'est un agenda un petit peu compliqué. Oui. On parle, alors, soyez concentrés parce que c'est très important, mais ça peut être un petit peu compliqué. On parle de droit de préemption et de préférence. Ça concerne qui? Ça concerne quoi? Sylvain, Gaël, soyez concis pour pitcher l'actualité. Concrètement, à partir donc du 1er janvier de l'année prochaine, le locataire, lui, va avoir donc un droit de préférence. Il va avoir la priorité de pouvoir acquérir le bien mis en vente. Ok. Alors sur le fond, ça permet de donner un petit peu la chance à tout le monde d'accéder au logement. Oui, l'idée en soi n'est pas mauvaise de demander à son locataire s'il désire acheter. Ça existait déjà. On était censé... On pouvait l'octroyer. Et puis ça se faisait. Ça se faisait. Je mets en vente, est-ce que ça vous intéresse? Parce que le locataire était déjà prévenu. Actuellement, il y a un recommandé. Aujourd'hui, c'est obligatoire. On prévenait déjà de la mise en vente par recommandé au locataire. Mais là, il a vraiment le droit de préférence et de préemption. Oui, c'est comme ça. Bon, et en quoi ça pose problème? C'est quoi le problème? C'est dans le processus. Voilà, c'est pas que ça pose problème. Encore une fois, c'est bien si on peut l'aider à devenir propriétaire. Mais par contre, le processus aujourd'hui qui est prévu n'est pas clair. Et on a commencé, nous déjà, il y a 2 mois, à prendre des informations sur ce qui allait arriver à partir de l'année prochaine. Et en fait, on a une feuille de route aujourd'hui qui n'arrête pas de changer, avec un processus qui est assez long et assez compliqué sur ce qu'on a entendu, nous, aujourd'hui, pour un propriétaire dans le cadre de la mise en vente de son bien. Donc concrètement, maître, expliquez-nous ce à quoi il faut s'attendre à partir de l'année 2024. Je suis locataire, je vais être avantagé ou pas? Vous avez été averti en premier. Donc peut-être recontextualiser qu'est-ce qu'un droit de préemption, sans faire du latin, bien que les juristes en aiment ça. C'est la possibilité, quand on a mis un bien en vente, je vends mon bien à un prix X, eh bien, le titulaire du droit de préemption peut l'acheter avant tout le monde, préempter, acheter avant les autres. Il peut acheter avant les autres au même prix, aux mêmes conditions.
Donc ça veut dire qu'avant même de l'avoir offert à qui que ce soit, c'est de permettre au locataire d'acheter le logement qu'il occupe depuis longtemps. Donc c'est pas n'importe quel locataire. Et moi, propriétaire, je voudrais vendre le bien au locataire, enfin pas au locataire, mais à qui que ce soit. Je dois, dans un premier temps, m'adresser à mon locataire pour lui donner une priorité pour acheter. Et là, c'est avant même de l'avoir mis en vente. Donc ça devance tout le jeu de négociation qui s'entame quand un bien est mis en vente. Si le locataire actuel veut acquérir le bien... Mais nous, quand on parle de processus où ça peut être ennuyant, parce que parfois on a certains propriétaires qui viennent nous voir, ils sont dans des situations où le bien doit être vendu assez rapidement. D'accord. Et c'est vrai que le fait de devoir demander à son locataire, il a 30 jours pour donner sa décision, on perd déjà quand même un mois. S'il refuse et qu'il dit non, je ne veux pas l'acheter, on met le bien en vente. Mais si on a une offre un petit peu en dessous du prix qui avait été proposé au départ, là il a de nouveau 7 jours, de nouveau par envoi recommandé, etc. Donc c'est ça qu'on trouve un petit peu... C'est dans les ça, ce sont au niveau des informations que nous, aujourd'hui, on a reçues. C'est une loi qui entre en vigueur à partir du 1er janvier, on est le 23 décembre et finalement aujourd'hui on nage encore. Et on nage encore, pourquoi ? Parce qu'on a reçu toutes ces informations aujourd'hui qui nous disent quoi ? Il faut envoyer un recommandé à votre locataire. On ne sait pas, Maître Maquet va peut-être pouvoir nous le dire tout de suite, mais est-ce qu'il doit bien aller le chercher et le délai court quand le locataire a récupéré le papier ou pas, ou bien la date d'envoi est bonne. On a entendu qu'il fallait tous les documents par rapport à la vente. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Les renseignements urbanistiques, il faut aussi 1 mois pour que les communes les délivrent. Et parfois, ça prend plus de temps. C'est dans un monde idéal. Voilà, exactement. Ça prend même en pratique encore plus de temps. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de transformer déjà un bien qui n'est pas liquide immédiatement, c'est l'immobilier, encore plus immobile finalement, avec des propriétaires, comme disait Gaëlle, qui ont parfois des besoins, qui ont une nécessité de devoir vendre leur bien. Alors, est-ce que tout ça est bien correct ? Correct, je pense que ça va se mettre en place. Ça peut encore changer, c'est normal qu'on ne soit pas fixé fin décembre. On n'a pas encore pratiqué la loi, donc on ne sait pas encore, je pense qu'on va un peu tâtonner au début. Mais je pense que, pour moi, c'est très clair que le droit de préemption, le droit de préférence, doit être notifié avant que le bien ne soit mis en vente, c'est-à-dire qu'au moment où le propriétaire vient vous contacter comme agent immobilier, vous déterminez la date à laquelle vous allez mettre la première annonce sur ImoWeb ou un autre site que vous utiliserez. Et c'est cette date-là, à ce moment-là, qu'il doit recevoir son recommandé. Alors au niveau, est-ce qu'il doit l'avoir lu ou pas ? En général, nous, on conseille toujours à nos clients d'envoyer une lettre simple et une lettre recommandée. Parce que la recommandée, c'est celle qui est prévue par le code, là pour le coup, à peine de nullité de l'envoi. Et le fait qu'il l'ait reçu en lettre simple, il l'a lu, il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas lu. Et il y a quand même un principe de droit judiciaire de dire qu'une lettre recommandée est reçue à la date, le lendemain de son envoi ou un truc comme ça. Donc là, il l'a eu, notre bonhomme, et les 30 jours commencent à courir à partir de ce jour-là. D'un point de vue pratique, est-ce qu'on sait si le locataire dit « j'achète », il peut acheter sous réserve que la banque me prête l'argent ou bien il doit déjà avoir sa certitude? C'est là que les 30 jours courent, me semble-t-il, de ce que j'ai lu des travaux préparatoires. Il reçoit le recommandé et comme il a un délai de 30 jours pour se prononcer, la condition suspensive, elle est là. Elle est dans le délai qui lui est octroyé de 30 jours pour aller trouver son banquier et mettre le truc au point. Bon, s'il était en vacances à ce moment-là, c'est pas de chance. Ok, donc il a 30 jours pour se positionner, et c'est un oui ou c'est un non à l'issue des 30 jours. Bon, excusez-moi, mais ça part un peu dans tous les sens, mais pourquoi est-ce qu'un propriétaire, finalement, ne peut pas dire tout simplement « Ok, bon, j'ai envie de vendre mon bien, bonjour mon locataire, etc. Là, il y a un papier, j'ai envie de vendre mon bien, est-ce que tu veux l'acheter? Tu ne l'achètes pas? Ok, non, je renonce au fait de l'acheter, merci beaucoup, au revoir. » Alors là, c'est nul de chez nul, ils ne l'ont pas formulé comme ça, mais c'est un peu l'idée. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est à partir du moment où on lui a notifié, vous pouvez écourter le délai et aller le trouver en disant « Bon, voilà, tu as reçu ton recommandé, maintenant, tu peux renoncer. » C'est la même idée que les fermiers, parce que moi évidemment moins à Bruxelles, mais la pratique du bail à ferme nous démontre que souvent on fait intervenir le fermier pour renoncer à son droit de préemption. Donc là, je pense que dès l'instant que vous avez envoyé le recommandé, qu'il l'a reçu, vous êtes dans un processus où il peut renoncer à un droit qui est né.
Avant ça, le droit n'est pas né, en fait. D'accord, oui. Ça, c'était une information qu'on n'avait pas, par exemple. Ça peut être quand même étonnant. Comment peut-on expliquer à nos téléspectateurs le fait que des experts immobiliers, des agents immobiliers, ne soient pas très au fait? Ça paraît compliqué pour vous d'obtenir des réponses? En fait, nous, on a eu une formation il y a 2 mois sur le sujet, mais c'était un projet d'ordonnance. Après, il y a encore eu des changements. Et c'est vrai que nous, on était un peu stressés en se disant, OK, on arrive au 1er janvier. Et on a contacté des notaires avec qui on travaille régulièrement en disant, OK, est-ce que vous avez plus d'infos et tout? C'est un peu dommage de ne pas avoir plus de clarté sur le sujet, sur un sujet qui arrive dans... Oui, parce que nous, en pratique, on se disait, alors à nouveau, quand tout le monde est de bonne foi, quand tout le monde est bienveillant, quand tout le monde... Dans un monde parfait, non, tu veux acheter, tu veux pas acheter, OK, merci. Mais en pratique, parfois, on peut avoir des locataires qui mettent des bâtons dans les roues dans le cadre de la vente. On disait à l'équipe, tiens, aujourd'hui, est-ce que vous savez nous citer des biens où on a parfois des occupants qui empêchent les visites, ou bien quand on a des modalités de visite qui ne sont pas présentes, etc. Et donc là, en fait, on donne aussi une opportunité à quelqu'un. Nous, quand on prenait le pire scénario possible, c'était de dire, OK, tu vas envoyer ton recommandé, ça va démarrer quand il va aller le chercher, il ne va pas aller le chercher, puis ensuite on va aller le forcer à aller le chercher, il va aller le chercher. Quand il va pouvoir acheter au bout de 30 jours, ça va être, je vais acheter, mais avec une condition suspensive de crédit. Et puis au bout de 30 jours, il va avoir un refus de crédit. Ça, je ne pense pas. Enfin, de ce que je lis, c'est très clair. Le délai de 30 jours est considéré comme le délai de sa condition suspensive, qui est parfois même plus large que ce qu'octroient des propriétaires à un acquéreur. Est-ce que c'est rétroactif? Non, le droit n'est jamais rétroactif, sauf le droit fiscal. C'est ça. Et alors, comment se protéger? Est-ce qu'il faut faire autrement? Est-ce que vous allez conseiller peut-être les propriétaires autrement aujourd'hui, puisqu'il y a des conditions? Clairement, je pense que nous, au niveau des signatures de baux, on va plutôt conseiller de signer des baux de 3 ans au départ. Comme ça, ils ne sont pas dans les conditions. Voilà. S'il y a un projet de vente, ils ne sont pas coincés. Ils pourront toujours demander à leur locataire s'ils veulent acheter, bien sûr, mais au moins pas avec le processus à respecter. Et donc, je pense qu'on partira là-dessus, plutôt. Autre chose à préciser? Alors, on reçoit déjà de nouvelles informations de la part de Maître Maquet, donc merci. C'est déjà bien. Mais moi, la question surtout que je me pose, c'est la personne qui nous sort cette loi aujourd'hui, de quelle manière est-ce qu'elle s'est entourée pour pouvoir justement définir tel ou tel mode opératoire pour ce avec quoi on va devoir faire demain. Mais surtout, tu veux dire, au niveau de notre quotidien, au niveau vraiment de la prise en charge du dossier, etc., c'est vrai que ça Parce que nous, tant qu'on n'a pas une vision finalement qui est claire, bien conseillée ou bien guidée, c'est pas évident. On va devoir dire à nos propriétaires aujourd'hui, c'est surtout faites attention, parce qu'on marche un petit peu sur des œufs. Et qui va devoir contrôler? Est-ce que c'est vous qui allez devoir vérifier? On est tous des contrôleurs. Oui, c'est ça. Les notaires et les agents qui sont chargés. Donc il faut vraiment s'assurer que... Je pense que là, vous avez une mission d'accompagnement. Dès l'instant qu'un propriétaire vient vous trouver pour mettre un bien en vente, vous devrez lui faire envoyer le recommandé, quoi. Oui, tout à fait. Ah oui, ça c'est la première chose à faire. Il doit le recommander, à la limite je réfléchis tout haut, mais devrait avoir la date du contrat où vous avez votre mandat d'exclusivité, le lendemain. C'est ce qu'on s'était dit, oui, tout à fait. Donc concrètement, et pour conclure, qu'est-ce qu'on dit aux propriétaires? Peut-être un conseil aux propriétaires à partir de janvier. Venez nous Soyez voir bien accompagnés. Faites attention, ça surtout. Oui. Et aux locataires, surveillez votre courrier. Si jamais vous voulez acquérir le bien, vous trouvez. Exactement. Il va falloir suivre la procédure, en tout cas. À qui on pose ces questions? Aux agents immobiliers, aux notaires? En général, les gens ne se retournent pas directement vers vous pour avoir Nous, on assiste toujours à l'accouchement. Donc, c'est l'agent immobilier qui sera le premier pour les accompagner. Voilà, tout à fait. Et nous, on sera peut-être dans une situation où un propriétaire viendra nous voir, mais il aura déjà vendu à quelqu'un et il n'aura pas averti son locataire. Parlons un peu des sanctions. Que se passe-t-il si on ne respecte pas la procédure? Alors, si le locataire a été évincé en ce sens qu'on ne l'a pas averti qu'il avait la possibilité d'acheter, puis que l'acte a été signé avec un autre acquéreur après le 1er janvier 2024, eh bien dans ce cas, le locataire évincé pourra demander en justice à être subrogé à l'acquéreur, c'est-à-dire à prendre sa place. Donc, pour le même prix, en remboursant l'acquéreur des frais de vente qu'il a exposés et en prenant sa place. Mais bon, c'est une procédure. Entre-temps, notre pauvre locataire, il a été
éventuellement mis à la porte de son logement et trouver autre chose. Il faut voir si... Et puis s'il veut acheter. Oui, s'il veut acheter, oui. Et il ne peut pas y avoir une sanction financière. Je ne veux pas acheter, mais je n'ai pas été prévenu. Ça, je ne pense pas. Enfin, la loi n'en parle pas. Donc, il devrait prouver qu'il y a un dommage. Il y a clairement un dommage, puisqu'il doit dégager de son logement si jamais l'acquéreur veut s'y mettre. Mais en soi, c'est le seul dommage qu'il aura. Il a perdu la chance d'acheter. Mais s'il ne voulait pas acheter, c'est jamais qu'une chance. Ça, c'est très, très difficile à valoriser en droit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même attendre que cette loi va bouger ? Elle ne bougera plus. Elle est votée, elle est publiée. Oui. Mais elle va être appliquée, elle va recevoir des décisions de justice et donc elle va être interprétée. Ça va bouger. Attends, parce que si tout le monde attend, on ne l'appliquera pas. Il faut faire les choses dans les règles. Il faut suivre les règles et bien faire les choses pour éviter justement ce type de catastrophe par la suite. Ça vous complique un petit peu la tâche, quoi. Ça demande plus d'accompagnement encore. Voilà, exactement. C'est ça, on va devoir suivre, on va devoir être toujours plus à la page. De toute façon, c'est notre quotidien, on pourra aider nos propriétaires. Allez, merci en tout cas d'avoir pris du temps pour venir nous éclairer, Maître. On enchaîne sur la troisième partie de cette émission, les métiers de l'immobilier. Ils sont nombreux et surtout, il y a beaucoup d'idées reçues autour de ces métiers. À tout de suite. L'immobilier est un secteur que l'on croit connaître, que les gens croient connaître très souvent. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler des métiers du secteur de l'immobilier. On va parler aussi des idées reçues. Il y en a pas mal. On a l'impression que c'est trop facile votre métier en fait. Donc vous allez un peu nous expliquer. Grégory nous a rejoint. Il fait partie de l'équipe C21. Ça va ? Ils sont comment ? Tu peux nous le dire maintenant, ils sont pas là. Ils sont super sympas. Ils sont super sympas. J'ai eu beaucoup de chance de tomber dans cette agence. C'est vrai ? Bon, allez, on a envie de te croire. On a envie de te croire. Franchement. Soyons très clairs avec nos téléspectateurs. Il y a les conseillers propriétaires et les conseillers acquéreurs. D'accord ? Ouais. Conseiller propriétaire, on en parlera tout à l'heure avec Julie qui nous rejoindra dans l'équipe. Et avec Grégory, on parle donc du vendeur. C'est ça. Tout simplement. C'est ça. Ça se passe comment, la vente ? C'est facile ou c'est pas facile comme métier ? Au final, facile, pas facile, c'est surtout beaucoup de préparation. Ok. Beaucoup de préparation en amont, mais après c'est beaucoup de plaisir et de partage avec les futurs acquéreurs pour différents types de projets, que ce soit un projet de construire une famille, de fonder quelque chose ou un projet, je dirais plus terre à terre pour tout ce qui va être investisseur. Allez, on y va dans les idées reçues. On a l'impression souvent qu'il faut ouvrir une porte et faire visiter un appart ou une maison. On a l'impression que c'est simple. Ça. C'est souvent une impression que les acquéreurs peuvent avoir, mais ça se limite clairement pas à ça parce qu'on va avoir tout un travail de préparation en amont avant les visites. On prépare quoi ? Déjà, on prépare le bien. Okay. Donc, c'est important de connaître le bien qu'on va aller proposer. Okay. Donc, savoir les superficies, savoir le PEB, savoir les différentes infractions lorsqu'il peut y en avoir ou pas, savoir conseiller aussi comment régulariser telle ou telle chose et puis projeter aussi l'acquéreur sur son futur bien en se disant tiens, moi je cherchais un bien par exemple avec une cuisine ouverte plutôt que fermée. On arrive dans un appartement, la cuisine est fermée, mais c'est justement réussir à projeter l'acquéreur dans son futur bien en disant voilà, par exemple, le mur qui est ici, qui ferme la cuisine, on n'est pas sur un mur porteur, on aurait cette possibilité de l'ouvrir. Et c'est ouvrir un petit peu les yeux sur le bien est comme ça aujourd'hui, mais clairement on peut faire un truc super demain. Oui, mais alors Sylvain, on a l'impression que le champ des connaissances est très très large. On est presque entrepreneur. Bien sûr. Quand on fait visiter un bien. En fait, quand on est agent immobilier, finalement, au plus de cordes à votre arc, au mieux vous êtes équipé, vous êtes paré à pouvoir guider et aider vos clients. Et ça, c'est vrai que il y a une symbolique, on ouvre la porte et on fait la visite et les gens peuvent se dire c'est facile, mais nous on les voit tous les jours. Quand on met un bien en vente, on génère parfois jusqu'à 300, 400 contacts de personnes qui nous disent tiens, voilà, j'ai de l'intérêt pour ce bien. Mais finalement, il n'y en a toujours qu'un qui achète. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, des 399 autres. Il faut les écouter, comme dit Grégory. Il faut se projeter avec eux, il faut, au niveau solvabilité, on n'en parle pas aussi, mais il faut sonder l'ensemble des clients, savoir s'ils ont la capacité de pouvoir acheter, de voir éventuellement, tiens, dans quelle mesure est-ce que, avec tel niveau de revenu, s'il y a une plus grande terrasse, on sait peut-être faire en sorte d'acheter mieux que ce que le client pense, ou parfois, non, on se projette dans quelque chose de trop grand et il faut revoir un petit peu le projet du client. Et tout ça, en tant que conseiller acquéreur,
on les prend par la main, on les guide. Et quand ils vont présenter un bien, oui, c'est primordial de pouvoir se dire, tiens, monsieur Dupont, il veut ça, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que ce projet corresponde à ses attentes ? Quand les gens arrivent pour travailler dans une agence immobilière, ils pensent souvent que ça va être très facile. Et là, ils tombent un peu des nues en disant « Oh là là, je ne savais pas les implications juridiques, tout ce dont on est responsable. » Et ils voient que ce n'est pas si facile que ça, au final. C'est ça. Non, c'est de l'investissement. Et alors, c'est des heures aussi d'appels, des heures passées au téléphone à recontacter tous les clients. On rappelle les gens. C'est important chez nous de pouvoir dire, ok, tiens, tout est mis en œuvre pour pouvoir arriver à la vente de votre bien. Vous devez être capable de répondre à toutes les questions. Oui. Les gens vont loin dans les questions, et c'est normal, ils achètent un bien. C'est un achat, on n'achète pas une paire de chaussures, on achète un bien. Il faut pouvoir répondre à tout. Merci en tout cas pour tous ces détails. C'est pas un métier facile. Est-ce que tout le monde peut l'exercer d'ailleurs, ce métier de vendeur ? Non. Quelle première qualité, Grégory n'est pas là, quelles sont les premières qualités qu'il faut pour être un bon vendeur ? Alors, faut enlever le cliché, en tout cas, du gars qui va avoir véritablement la tchatche. Qui veut vendre à tout prix, ça marche pas. Beaucoup de psychologie. Il faut de la psychologie, il faut pouvoir s'adapter. Ça, c'est très important. S'adapter à votre client, être à l'écoute. Ça surtout. Empathie. Écouter le projet. Comprendre. Et prendre le temps, effectivement, de chercher le bon bien et d'accompagner le client, justement, dans ses démarches et dans ses recherches. Et vous cherchez tout le temps des gens. Nous, on cherche de nouveaux biens à mettre sur le marché pour pouvoir les proposer à toute cette base de données qui, depuis des années, s'accumule. Il faut l'enrichir en permanence, cette base de données. Exactement. Et comme les agences se développent, forcément, nous, on a toujours été demandeurs de pouvoir compléter les équipes avec des commerciaux supplémentaires. Merci de nous avoir livré vos secrets de vendeurs. On va parler de cette fameuse commission qui est une vraie idée reçue, en tout cas celle-là. On va rentrer dans le détail avec Julie qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais c'est un petit cadeau qu'on vous a préparé avec toute l'équipe de production en cette fin d'année. Le pas vraiment empoisonné. On le sait, on a son idée sur le secteur de l'immobilier. On a justement envie de rentrer dans les détails, Sylvain a peur. Allez, on regarde ce micro-trottoir et on se retrouve juste après. C'est pas forcément que c'est un bien qui vient d'une agence immobilière que c'est un bien correct. Je me suis fait accompagner d'agents immobiliers, mais pas en Belgique. J'étudie quand même un peu plus le marché, je connais mieux la Belgique. Il y a des agents immobiliers qui font très bien leur travail, d'autres qui le font moins bien, comme partout ailleurs. Donc ça, c'est une question de feeling. Ils prennent leur pourcentage, ils poussent un maximum pour que ça passe chez vous. Alors on peut faire une feuille de vente qui peut faire un recto verso. Et d'autres qui viennent chez vous avec 16 pages en recto verso. Qu'est-ce qui justifie ? Moi, je suis toujours sceptique. De nos jours, on fait confiance à plus personne. On a des a priori pour tout le monde, même pour le plombier. Oui, parce que c'est plus important qu'un plombier, évidemment. Mauvaise réputation, j'en sais rien s'ils ont mauvaise réputation. Chacun fait ce qui lui plaît. Moi, je sais que j'ai vendu mon appartement c'était Sainte-Turie 21. Et j'ai été très très contente. Dans la grande majorité des cas, il faut les faire confiance. Julie nous a rejoint, elle fait également partie de l'équipe. Julie, toi tu t'occupes des propriétaires. Tout à fait. On va revenir sur ton quotidien dans un instant. Un mot quand même en réaction sur le micro-trot qu'on vient d'entendre. Tout le monde n'est pas toujours tendre avec vos métiers, il y a beaucoup d'idées reçues, on en parlait un peu tout à l'heure avec Greg, tout le monde ne connaît pas forcément votre quotidien. Une réaction, peut-être Sylvain? Oui, à chaud, moi ça m'énerve, c'est un grand mot, oui voilà exactement, c'est que ça fait mal au cœur parce que ça rejoint ce qu'on disait avec Grégory tout à l'heure, en fait les gens ne se rendent pas compte du boulot que ça peut représenter de devoir vendre un bien, ils voient vraiment l'image de ok j'ai ouvert la porte et j'ai vendu, et ça rejoint cette idée parfois que les gens ont, c'est tu vends en un jour, en fait tu es un voleur, parce que tu prends beaucoup d'argent, et si tu vends en 6 mois, en fait tu es un incapable. Ouais. Alors que non, il y a un équilibre et il y a un juste milieu par rapport à ça. Et puis il faut quand même souligner que c'est quand même, je pense, j'en vois pas d'autres, l'un des seuls métiers où tu commences à travailler pour 0 €. Et tu ne sais même pas si, au final, tout ce que tu as mis en place et tout le travail que tu as fait va être payé. Parce que on dépense aussi de l'argent quand on met un bien en vente.
on paye notre équipe, on paye des publicités, on met plein de choses en place sans avoir aucune garantie au final sur le résultat. Ouais, du temps et de l'argent. Oui, c'est vrai. Alors Julie, raconte-nous un peu ton quotidien. Alors, mon quotidien, c'est rencontrer beaucoup de propriétaires, surtout, partager leurs projets, surtout de vendre et possiblement d'acheter. Donc, je partage, c'est déjà ma première mission, c'est pouvoir voir un petit peu quelles sont leurs attentes. Le volet le plus important, c'est pouvoir évaluer le bien des propriétaires et surtout à sa juste valeur. Ça veut dire quoi? Ils en veulent toujours trop? Alors, bien évidemment, j'ai toujours, si je peux leur offrir les Caraïbes, je le fais volontiers. Mais malheureusement, effectivement, il y a un prix du marché qui est là. Et donc, nous, on suit cette tendance au quotidien. On fait quand même des transactions tous les jours. Donc, ça, c'est vraiment la partie importante et pas surévaluer, parce que surévaluer un bien, c'est aussi possiblement faire perdre de l'argent demain aux propriétaires. Oui, et puis ça peut impliquer des problèmes par la suite. S'il y a des projets d'achat derrière, ça fausse complètement tout le projet. Oui. Donc il ne faut pas jeter des paillettes aux yeux, il faut rester réaliste et donner le juste prix, même si on peut essayer, même un petit peu plus haut au départ. Mais être juste, c'est super important. Allez, on termine sur notre arrêt sur image et on en discute juste après. Ils prennent leur pourcentage, ils poussent un maximum pour que ça passe chez vous. Alors on peut faire une feuille de vente qui peut faire un recto verso, et d'autres qui viennent chez vous avec 16 pages en recto verso. Qu'est-ce qui justifie? Cette fameuse commission, elle rend dingue énormément de gens. Et de nouveau, est-ce qu'on n'est pas sur une idée reçue? On a l'impression que c'est combien? Alors, c'est quoi le pourcentage? Alors, évidemment, sur 300 000 euros, c'est quoi? C'est 2, c'est 3, c'est 10%? Alors, en général, c'est 3. 3%. En Belgique, c'est 3, parce qu'il faut savoir quand même que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus. Aux États-Unis, ils sont payés par l'acheteur et par le vendeur. En Espagne, même taux horaire à gauche, à droite. On tourne autour des 5%. En France aussi. En Belgique, en général, c'est 3. Il n'y a pas de règle. Okay. Donc, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Maintenant, clairement, pour moi, en dessous de 3%, on ne sait pas offrir un travail de qualité. Si on a une secrétaire qui va décrocher le téléphone toute la journée, il faut pouvoir lui payer son salaire. Bien sûr. Et tout ça, c'est des coûts. Et donc, En fait, souvent, des agences qui vont diminuer ce taux horaire, pas ce taux horaire, c'est un très beau produit d'appel, parce que c'est un appât pour des propriétaires qui vont dire « Ah ben tiens, ça va coûter moins cher », mais le travail que va représenter le fait de travailler ces biens, il y a un vase communicant où ça marche plus. Ça marche plus dans la mécanique parce que ça demande effectivement trop de boulot. Oui. Julie, c'est quoi finalement la meilleure publicité pour faciliter ton métier au quotidien? Parce qu'il n'y a pas assez de biens qui rentrent. Il pourrait y en avoir. Toi, le but du jeu, c'est qu'il y ait le plus de biens possible qui rentrent en agence? Non, c'est pas la quantité. Toujours, c'est la qualité du travail qu'on va pouvoir effectuer. Et la qualité, c'est tout le côté administratif. L'arrière du décor, c'est pouvoir constituer un dossier pour que finalement tout roule après. C'est pouvoir mettre en valeur le bien. Il faut lui montrer ses meilleurs côtés. Moi, j'ai toujours notre métier. On est des chefs d'orchestre. On organise tout et tout en même temps, en parallèle. Donc, je ne fais pas la quantité. J'aimerais bien, mais tant que la qualité suit, et pour ça, effectivement, il faut être nombreux. Et une seule personne, un propriétaire, pense toujours qu'il va pouvoir faire ça seul. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et une anecdote peut-être au fil des années? Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont plutôt jolies? Le bouche à oreille. Alors, le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités. Oui. Récemment, j'y étais, je devais aller justement rencontrer des propriétaires dans un immeuble. Et quand je me suis garée en bas, tous les propriétaires, parce que j'avais déjà vendu quelques biens durant ces 2 dernières années, et certains m'attendaient déjà au balcon et m'ont vu, et donc m'ont appelé tous. Julie, passe à la maison, on a des choses à te raconter. Et donc, j'y ai passé finalement toute ma matinée et c'était fabuleux. Oui, c'est ça. Mais c'est ça aussi, vos métiers, non? C'est ça aussi l'intérêt d'avoir une agence, 2 agences et peut-être encore, on vous le souhaite en tout cas plein d'autres, ça crée une vraie communauté autour de vos métiers. Un ancrage dans un quartier. Une communauté, une cohésion. Et c'est vrai que dans le boulot de Julie, elle est essentiellement... elle doit générer énormément de leads, donc ça demande une énergie en fait, qui doit être constamment à 100%. Elle doit être en soi à énormément d'événements pour pouvoir toujours dire et avoir un petit peu les oreilles à gauche à droite chaque fois pour pouvoir mettre les pieds chez les gens et discuter de leurs projets. L'avantage qu'on a, c'est que le métier d'agent immobilier, ça passionne tout le monde.
le commun des mortels s'y intéresse. Et donc ça, c'est très gai. Où qu'on soit, finalement, à n'importe quel événement, les gens adorent partager l'expérience du marché. On aime tous une brique dans le ventre. Ça, en Belgique, c'est comme ça. On aime bien entendre des belles histoires. Voilà. Ça fait du bien. Plusieurs informations pour terminer bientôt cette émission de fin d'année. Champagne, d'abord. Il y a un bien qui a été vendu. La maison de Dilbeek est vendue. Tout à fait. Allez, on a parlé dans l'émission. Félicitations, ouais. C'était dans l'épisode 2, en tout cas, ça fait plaisir. Et un mot sur les étoiles de David Antoine pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on fait mais il faut absolument venir prendre votre étoile en agence. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Ça fait plusieurs années qu'on y participe. C'est pour l'association Pêcheurs de Lune. Pêcheurs de Lune, donc ça touche les enfants. C'est pour que les enfants puissent avoir un Noël comme il se doit. C'est de pouvoir leur apporter un petit peu de bonheur pour des enfants qui sont malmenés par la vie. Et on disait, nous, c'est un peu notre dénominateur commun. Ce sont les enfants, finalement, d'où qu'on vienne. Je pense qu'on a tous la même volonté, c'est de voir nos enfants heureux et de pouvoir faire en sorte, en tout cas, qu'ils passent un bon moment pour les fêtes. Et donc, petit message, vous pouvez même, on est le 23, mais si vous n'avez plus l'occasion de passer chercher une étoile physique, vous pouvez acheter une étoile virtuelle sur leur site. Allez, puisqu'on parle d'enfants, on va retrouver les vôtres. Noël oblige, notre Minute Pro est un peu différente en cette fin d'année. Nous avons réuni Sacha et Charline, les enfants de Gaël et Sylvain. Ils nous parlent de leurs parents. On va le faire qu'une fois. C'est mon toit. Je me présente Sacha et je me présente Charline. Mes parents, ce sont des super-héros de l'immobilier. Vous connaissez Batman, Superman, Spider-Man, c'est un peu le même principe, sauf que eux, mes parents, ils vont vous donner une maison pour vivre, être heureux, passer du temps en famille. Mes parents sont les meilleurs agents immobiliers de la Terre et ils ont gagné beaucoup de coupes. Et je suis très fière d'eux. Ok, je sais qu'ils travaillent beaucoup, mais si c'est pour rendre des gens heureux, je suis tout à fait d'accord. J'espère que vous allez tous dire un jour « C'est mon toit ». Joyeux Noël et bonne fête. C'était la dernière émission de l'année, pas de la saison, je vous rassure. C'est mon toit pour les fêtes, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 déjà? Plein de toi. Oui, plein de toi et moi. Non, on peut souhaiter plein de choses, plein d'amour, plein de bienveillance, etc. Mais au niveau pro, peut-être des taux qui arrêtent de monter. Oui, c'est sympa. Voilà. Ouais. Ça c'est bien. Et sinon, plein de ventes. Exactement. Bon, et comme nous l'ont dit Charline et Sacha tout à l'heure, le but du jeu, c'est que tout le monde un jour puisse dire « C'est mon toit ». Allez, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, à l'année prochaine. C'est mon toit. Ça va être dur. Tu pourras me refaire les paillettes? Oui. Alors. Faites ça sans bouger, parce que là tu te tortilles, je sais pas ce que tu fais. Mais allez Sacha, remets ta chaussure. C'est pas grave. C'est bientôt qu'on a terminé. C'est bientôt qu'on a terminé.